Bienvenue au point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 21 janvier. Mon nom est Sarah Charbonneau. Je précise que l'objectif de l'activité est de présenter l'état de situation épidémiologique pour l'Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, 3 porte-paroles sont avec nous. D'abord, Mme Caroline Roy, PDG. Ensuite, Dr Lise Landry, directrice de santé publique SODES-Rarou. Et pour compléter, Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique, complétera l'information. Madame Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour Sarah, bonjour à tous. En fait, 3 messages en ce qui me concerne aujourd'hui. Dans un premier temps, toujours dans la poursuite de ce qu'on a annoncé dans les dernières semaines, c'est encore le temps jusqu'à demain de s'inscrire pour la 3e cohorte pour devenir préposé en CHSLD. Donc, inscription possible jusqu'à demain. Pour toute personne qui est intéressée à contribuer, à venir travailler auprès de nos résidents en CHSLD. Formation qui débute en février prochain, tel que le modèle là, était prévu pour cet été ou cet automne. Donc, formation intensive, préposant en CHSLD. Inscrivez-vous. Sinon, en lien avec la pandémie, évidemment, on le constate, puis pas juste en région, mais à la grandeur du Québec, la situation s'améliore. Puis en région, vraiment, là, dans les derniers jours, puis Dr Sobanjo pourra nous le confirmer avec l'évolution de la situation épidémiologique en région. Mais la situation s'améliore, redevient graduellement sous contrôle. Donc, tout ça grâce au respect des mesures, grâce à notre population qui respecte les mesures et qui est très disciplinée, avec l'application aussi, on le sait, de mesures plus rigoureuses là, avec les mesures de confinement imposées, puis couvre-feu. Mais c'est encore le temps de poursuivre de façon très rigoureuse le respect de ces mesures. Il ne faut pas lâcher. On a plusieurs questionnements en lien avec le fait, est-ce qu'on va redevenir en palier orange? Est-ce qu'on va redevenir même en palier jaune? Mais tout dépend de nous. Donc, assurons-nous de respecter ces mesures-là. Une des stratégies aussi qui est utilisée en région, qui porte fruit, puis qui est une des clés pour laquelle on est capable de rapidement contrôler la situation, c'est tout le travail qui est fait par les équipes de santé publique en lien avec les enquêtes de cas. Donc, les enquêtes nous permettent, parce qu'elles sont faites rapidement, les gens qui sont confirmés positifs sont contactés par la santé publique. L'information, elle est requise, elle est nécessaire pour être capable auprès de ces gens-là, d'identifier quels sont les cas à risque. Donc, merci à tout le monde là, de vraiment répondre à ces questions-là, d'être très franc, puis de continuer à donner l'information parce que c'est de cette façon-là qu'on est capable, après ça, de contacter les personnes qui ont eu les contacts à risque, de s'assurer de faire un isolement. Puis, en fait, avec tous ces isolements-là préventifs qui sont faits, bien évidemment, on limite la transmission. Donc, tout dépend de nous pour le respect des mesures, mais tout dépend de nous donc aussi à être capable de revenir en palier orange et en palier jaune par la suite. On n'a toujours pas l'information du premier ministre ou du gouvernement sur les intentions au-delà du 8 février, mais à nous de faire la différence puis de démontrer là, qu'on est capable d'avoir notre région sous contrôle. Sinon, en fait, là, la vaccination va bon train, puis là, je laisserai Dr Landry vous faire la présentation là, de notre évolution en région. Mais je vous laisse vraiment sur ce message d'espoir-là, puis gardons le contrôle et graduellement, on aura une reprise de vie plus normale dans les prochains mois. Donc, c'est sur ce message d'espoir que je vais terminer mon message aujourd'hui, Sarah. Merci beaucoup, Mme Roy, Mme Landry. Je vous invite à compléter. Oui, bon après-midi tout le monde. Merci, Caroline, pour tes messages. Je vous rappelle, au niveau de la vaccination, le premier objectif qui était la prévention des maladies graves et des décès et diminuer la pression sur le réseau hospitalier. La bonne nouvelle, c'est que, j'imagine, Sarah, tu vas projeter le tableau, c'est que se termine aujourd'hui la vaccination de l'ensemble des CHSLD de la région et des employés. Aujourd'hui, nous étions à la Sarre et Témiscamingue et en plus, nous vaccinons une résidence intermédiaire à Rouyn de quand même 75 résidents. Comme vous pouvez voir au tableau, nous avons, avant même les données d'aujourd'hui qui ne sont pas compilées, là, on a atteint l'objectif, la cible ministérielle qui était de 75, nous sommes à 78 pour nos résidents en CHSLD. Les travailleurs de la santé, nous sommes rendus à 2505. Et on a aussi,
Au niveau des RPA, on est en avance sur le reste du Québec. On est chanceux, on a pu le faire parce que le vaccin étant basé à Rouen, puis comme on ne pouvait pas le déplacer, on a invité, on a eu une très bonne réponse positive des personnes vivant en résidence privée pour aînés, ce qui donne 647 au total, mais uniquement pour le territoire de Rouen, là, c'est 597. Donc, ça représente 80% des usagers vivant en RPA qui ont été vaccinés. C'est une bonne nouvelle parce que, vous savez, lorsque le virus rentre dans ce genre de résidence-là, c'est des feux de paille. Et, alors, on est très, très, très contents. Et au niveau des communautés isolées, ça devrait débuter à quelque part en février, mais on n'a pas la date précise. On est toujours tributaire de la réception des doses. Là, comme vous le savez, nous n'aurons pas de vaccin de Pfizer la semaine prochaine. Pour les autres semaines, on ne le sait pas encore, ça devrait être confirmé ces jours-ci. On sent beaucoup l'intérêt de la population pour les vaccins, beaucoup de questions sur nos réseaux sociaux. Les gens veulent savoir quand et où ils vont être vaccinés. Ben, nous trouvons que c'est une excellente nouvelle. Et lorsqu'il y aura mis sur pied des cliniques de vaccination, ça sera largement diffusé sur nos plateformes et médias traditionnels. Donc, comme disait Caroline, c'est important de maintenir les mesures préventives. On voit la lumière au bout du tunnel, mais il ne faut pas lâcher. Ensemble, nous allons gagner la bataille. Alors, ce serait mon message d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Dr. Landry. Dr. Sobanjo. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Pour ce qui est les données épidémiologiques, dans les dernières 24 heures, nous avons eu 8 nouveaux cas qui se sont ajoutés à notre nombre de cas cumulatifs pour arriver à un total de 484 cas. Le nombre de cas actifs actuellement en région se relève à 83. Donc, nous avons 400 personnes déjà de rétablies. Le nombre de cas actifs par MRC a été diffusé tantôt et nous avons 9 dans la MRC de l'Abitibi-Ouest, 17 dans la MRC de l'Abitibi, 21 dans la MRC de Rouyn-Noranda, 32 dans la MRC de Vallée-de-l'Or, 4 dans la MRC de Témiscamingue. Donc, il y a 15 personnes de plus qui se sont rétablies hier, dans les dernières 24 heures. Nous avons une personne hospitalisée, mais la personne n'est pas aux soins intensifs. On remarque une diminution des nombres de cas. La majorité des cas d'hier, ce sont des contacts, des cas déjà déclarés qui étaient déjà en isolement. Toutefois, nous avons encore des cas pour lesquels nous sommes toujours à l'enquête pour savoir la source de leur transmission. Cela nous indique que le virus circule en peau, il circule encore. C'est moins important la circulation de virus actuellement, mais il est toujours présent. Donc, on doit toujours faire prudence et on doit toujours respecter des mesures. Le nombre de tests qui ont été réalisés dans la dernière semaine, c'est 1761 tests réalisés et nous avons environ 200 personnes toujours en isolement préventif. Il y a une baisse importante du nombre de personnes en isolement préventif, mais encore, nous avons 200 personnes qui sont des contacts identifiés, des personnes qui ont eu un contact étroit avec un cas confirmé. Dans la dernière semaine, nous avons eu un cas confirmé qui a fréquenté une école pendant la période de contagiosité. Mais nous n'avons pas eu aucun autre cas dans nos milieux de vie ou dans d'autres milieux de vie ou d'hébergement, donc dans nos CHSLD ou nos RPA. Donc, nous, on veut continuer à rappeler les gens d'aller se faire dépister parce que certains de nos cas pour lesquels l'enquête sont en cours, ce sont des personnes qui ont développé des symptômes et qui sont allées aller passer un test. Donc, ça nous aide à pouvoir identifier les endroits où le virus circule dans la communauté et on va pouvoir amener des interventions nécessaires. On vous rappelle encore l'importance de continuer à collaborer avec la santé publique pour nous aider à gérer ou à freiner la transmission au sein de notre région. Merci.
Merci, Dr. Sobanjo. La période de questions maintenant. Il y a une première question de M. Vincent Tremblay. Bonjour à vous, Vincent Tremblay, TVA Abitibi-Témiscamingue. Peut-être pour Mme Roy, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour soit en zone jaune, soit en zone orange si ça continue bien évidemment de bien aller là, dans les prochaines semaines? Bien, en fait, on ne peut pas confirmer. Puis, c'est une décision qui, oui, est prise avec le gouvernement, avec la direction de santé publique, notamment régionale, qui a des discussions aussi avec la direction de santé publique nationale. Mais c'est clair que si la situation est sous contrôle en région, puis que nous-mêmes, on est capable là, de confirmer qu'on est en contrôle, que la population respecte les mesures, les hospitalisations, vous le savez, qui est la donnée la plus parlante ou la plus critique, qui fait en sorte que dans le réseau québécois actuellement, là, tout le monde est sous tension parce que beaucoup de délestage d'activités. Heureusement, pas de délestage d'activités supplémentaires au sein de notre organisation, mais dans d'autres organisations, c'est très critique actuellement. Donc, on espère pouvoir porter le message qu'effectivement, on souhaite revenir en zone orange et zone jaune. Et c'est pour ça que j'appelle l'ensemble de la population à continuer à respecter les mesures strictes, à continuer à minimiser, je vais le dire comme ça, le nombre de contacts sociaux en présence que vous avez pour être capable de témoigner de ça, puis de vouloir revenir en zone orange ou zone jaune même après le 8 février. Merci. Pour poursuivre, Mme Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Bonjour à tous. On est donc en zone rouge avec le couvre-feu depuis maintenant une dizaine de jours. Bon, il continue de s'ajouter des cas, beaucoup moins qu'au début janvier, mais quand même. Est-ce que vous voyez encore des rassemblements? Est-ce que vous voyez encore des gens qui contreviennent aux règles? En fait, je vais initier la réponse, puis Dr. Sobanjo pourra certainement compléter. Je vais initier la réponse là, en mentionnant le fait qu'on a des rencontres régulières avec l'ensemble de nos partenaires régionaux. Vous le savez, on a un comité régional d'urgence sanitaire qui nous permet de bien entendre ce qui se vit et les préoccupations ou les comportements de la population à travers toute la région. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que le constat est fait que quand même, là, dans notre région, la grande majorité des personnes respectent les mesures, donc avec vraiment minimisation là, des rassemblements, je vais le dire comme ça, parce qu'on sait très bien, puis je le répète, les rassemblements, normalement, sont complètement interdits, hein, à l'intérieur, à l'extérieur, puis la grande majorité le respecte. Puis ça se traduit aussi avec les constats là, qui s'opèrent ou les avertissements qui sont faits par la Sûreté du Québec au sein de notre région. Sinon, ben, le meilleur reflet de ça, c'est réellement avec la direction de santé publique qui peut vous confirmer de ce qui se vit réellement avec les cas déclarés et les contacts qui sont associés. Oui, merci beaucoup. En complément d'informations, comme je vous ai mentionné tantôt, la majorité des cas qu'on a ces derniers jours sont des personnes qui ont été identifiées comme contact d'un cas étroit. Même des fois, on a eu des cas pour lesquels c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas déjà en isolement, mais en faisant l'enquête, on était capable de le relier à un ancien cas ou à un endroit où il y a déjà une éclosion. Donc, la majorité des cas qu'on a ces derniers jours sont reliés à quelque chose qui était déjà en cours dans les dernières semaines. Il faut se rappeler que dès qu'on a un cas, ça peut aller jusqu'à 2 semaines après pour que tous les effets associés à ce cas se terminent. Des fois, lorsqu'on fait nos enquêtes, les gens se souviennent de toutes les personnes qui ont vu et tout ce qu'ils ont fait. Mais d'autres fois, ils ne se rappellent pas de tout. Donc, il se peut qu'ils oublient de mentionner le nom de quelqu'un. Donc, 5 jours plus tard, la personne commence à avoir des symptômes, la personne va aller passer un test. En faisant l'enquête, la personne va vous dire « Oh, mais maintenant, je me souviens que j'ai été avec telle personne il y a combien de jours, mais je n'ai pas pensé que je pourrais être positive. » Donc, des fois, on l'attrape plus tard, mais souvent, on est toujours en lien de le relier à une situation précédente. Pour ceux pour lesquels l'enquête sont toujours en cours, on ne le sait pas encore, mais on va le savoir. Il faut aussi se rappeler que même pendant la période d'été, on avait plusieurs semaines sans cas, mais des fois, on avait des cas. Donc, on peut toujours avoir des cas, mais il faut voir à s'assurer que dès qu'on a des cas, on peut l'identifier rapidement et la personne n'a pas eu beaucoup de contacts. Parce que c'est ça qui augmente la propagation dans la communauté. Merci beaucoup.
Une autre question, une des questions d'un auditeur du webinaire demande pourquoi est-ce que les résidents des RPA ne sont pas davantage Pourquoi les résidents qui reçoivent des soins à domicile ne sont pas davantage priorisés? Là, tu dois peut-être compléter, mais c'est démontré actuellement que c'est dans les plus grands sont les édifices, plus grands les usagers demeurent dans ces endroits-là, le risque est plus grand. Comme vous savez, lorsque ça rentre, c'est difficile à contrôler. Alors que dans une résidence privée, habituellement, il y a seulement les personnes qui y habitent, donc qui sont moins à risque. Et de toute façon, ces gens-là seront priorisés assez rapidement. Parce qu'après les RPA, qui est le rang 3, on a parlé le rang 4 des communautés isolées. Et après ça, toutes les personnes qui vivent dans la communauté, qui sont âgées de 80 ans et plus et 70 ans, seront tout de suite après vaccinées. Donc, ce seront ces personnes-là qui seront ciblées, ce seront les prochains sur la liste. Alors, ça devrait venir bientôt. Merci, Dr. Landry. Une question de Martin Guindon, du Citoyen. 1761 tests, c'est beaucoup moins que la semaine précédente. Comment explique-t-on cette baisse? Oui, effectivement, c'est beaucoup moins parce que la semaine précédente, on a fait plus de 3000 tests, mais c'était une semaine exceptionnelle. En général, lorsqu'il n'y a pas une transmission importante ou de plusieurs éclosions en cours en région, la moyenne, c'est toujours autour de 1700, 1800, 1600. Donc, on est revenu à notre moyenne hebdomadaire. Merci. Une autre personne du public demande si les résidents de RPA d'un territoire de Val-d'Or, par exemple, pourraient se déplacer vers Rwanda pour recevoir le vaccin. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y en a qui sont même allés. Tous les résidents des RPA de toute la région ont été invités à se présenter à Rwanda s'ils le désiraient. Oui, ils peuvent le faire. Puis, cette semaine, effectivement, on a eu un plateau de Pfizer. Actuellement, on vaccine actuellement les employés du territoire de Val-d'Or et aussi il y a des résidents qui vont être invités sous peu à se présenter s'il reste des plages horaires. Merci beaucoup. Monsieur Vincent Tremblay, je crois. Oui, en passant, on a fait un rappel aussi, merci Mme Luneau, on a fait un rappel, on a rappelé les consignes aux résidents des RPA qui se déplaçaient de respecter les consignes sanitaires suite à l'intervention de mardi de cette semaine. Merci. Monsieur Vincent Tremblay, vous aviez une seconde question, je crois. Oui, seconde question. Il y a eu une première nuit qui a été passée là, à l'église Saint-Sauveur à Val-d'Or dans le deuxième lieu d'hébergement. Est-ce qu'on sait comment s'est déroulée cette première nuit-là? En fait, sans donner beaucoup de détails là, que je n'ai pas, mais la première nuit s'est bien déroulée. Puis évidemment, il y a toujours sujet à amélioration, que ce soit au niveau des communications ou même l'aménagement des lieux directement. Donc, l'équipe présente en place, mais en grande collaboration aussi avec tous les partenaires qui sont impliqués dans le déploiement du site non traditionnel, sont en place là, pour s'assurer de la sécurité, des communications fluides, puis d'offre de service à cette population qui fréquente le milieu. Merci. Madame Luneau. Oui, vous avez parlé de la collaboration des citoyens dans les enquêtes de santé publique. Je voulais savoir si on utilise toujours l'application Alerte COVID. Il me semble que ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas entendu parler. Oui, merci. L'alerte COVID est là. Il faut toujours se rappeler que l'alerte COVID ne remplace pas la santé publique. L'alerte COVID est là. La façon dont il fonctionne, c'est si j'ai mon cellulaire sous moi et je passe de temps à un endroit à côté de quelqu'un à moins de 2 mètres et pour plus de 15 minutes, si la personne, son cellulaire et mon cellulaire va échanger en code par Bluetooth. Si dans la journée suivante, la personne reçoit un diagnostic pour la COVID, des résultats positifs pour la COVID, et la personne décide d'aller chercher un code en appelant un numéro spécifique,
la personne va entrer cette code dans son application et par la suite, l'application va envoyer un message à toutes les personnes qui ont passé plus de 15 minutes à moins de 2 mètres à côté de cette personne. Donc, l'alerte COVID, on l'utilise, mais il faut que la personne ait un cellulaire intelligent. Il faut également que la personne télécharge l'application et fait le pas d'aller appeler pour avoir un code spécifique, un code unique à lui-même qui va être entré dans son cellulaire et va par la suite déclencher le processus d'aviser les contacts. Deuxième élément à se rappeler, c'est qu'il avise toutes les personnes qui ont passé le temps avec cette personne. Donc, même si c'est un collègue de travail qui était à moins de 2 mètres, mais pour lesquels il y a un plexiglas où ils ont mis tous les équipements de protection, cette personne-là aussi va être avisée. C'est pour cela que la santé publique doit aussi travailler ou faire des appels pour évaluer le contexte dans lequel le contact a eu lieu. C'est pour ça que l'application est utile, ça aide à trouver des personnes qu'on peut avoir oublié de mentionner, ça va susciter ce type de contact qui peut être négligé ou des gens qui passent plus de temps à moins de 2 mètres sans se rendre compte. Parce que des fois, on a une tendance à sous-estimer la distance. Donc, ça aide à retrouver des contacts que quelqu'un peut oublier de mentionner à la santé publique. Mais ça ne remplace pas les efforts et les appels et la recherche intensive qui doit être faite par les équipes de la santé publique. Et c'est là, d'ailleurs, qui nous a aidés à contrôler rapidement la transmission qui a eu lieu dans nos territoires dans les dernières semaines. Merci. Monsieur Guindon a une question pour Dr Landry. Il indique quelle est la capacité de vaccination pour la prochaine semaine? Je veux dire, combien de personnes devraient être vaccinées et dans quel secteur et groupe prioritaire? Bon, mais malheureusement, oui, nous étions prêts à vacciner la semaine prochaine nous étions rendus au territoire d'Amos pour les travailleurs de la santé, comme j'ai dit tantôt, tous les résidents CHSLD, les employés ont été vaccinés, mais malheureusement, compte tenu de l'agrandissement de l'usine de Pfizer en Europe, il n'y a personne au Québec la semaine prochaine qui va recevoir des vaccins de Pfizer. Mais nous étions prêts, ce n'est que partie remise. Nous attendons la prochaine livraison. Merci. Madame Luneau, est-ce que c'est une nouvelle question que vous avez? Bon, ben oui, je ne veux pas abuser, mais puisqu'on a du temps, je voudrais vous entendre sur les hospitalisations parce qu'il y en a quand même eu peu, au maximum 2 en même temps, 2 hospitalisations. À un certain moment, on avait quand même au-dessus de 200 cas actifs. On disait que ça pouvait venir 10 à 14 jours plus tard, les hospitalisations. Comment vous expliquez cette bonne performance au niveau des hospitalisations? En fait, les hospitalisations sont conséquentes souvent à un niveau de soins qui est requis, qui nécessite le plateau hospitalier, donc associé à des complications liées à la maladie. Oui, on a des personnes qui ont nécessité une hospitalisation, mais on le voit bien, là, le taux d'hospitalisation par rapport au nombre qu'on a eu en région est moindre que ce qui a été constaté même ailleurs au Québec. Probablement associé à l'état de santé de ces gens-là qui ont contracté la COVID, puis qui ont pu finalement ne pas développer les complications qui étaient associées. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont liés particulièrement à notre réalité régionale? Là, je laisserai Dr Sobenjo pouvoir mieux répondre, mais effectivement, le taux d'hospitalisation en région est moindre que ce qui est constaté ailleurs actuellement. Madame Roy a déjà bien répondu. Juste pour compléter, c'est que aussi c'est le profil des personnes. Donc, nous, heureusement, étant donné qu'on n'a pas eu des cas dans nos RPA, on n'a pas eu des cas sauf celui qu'on a eu dans l'éclosion de première vague, mais depuis ce temps-là, on n'a pas eu des cas dans nos RPA, ni dans nos CHSLD. On n'a pas eu dans les milieux de vie vulnérables aussi, ce qui fait en sorte que la population, même le nombre de cas que nous avons eu dans le groupe de plus de 65 ans et plus est environ 10%. Et on voit que c'est le groupe d'âge qui contribue à comme 23% des hospitalisations actuellement. Donc, nous, on était privilégiés ou chanceux pouvoir protéger la population les plus vulnérables dans notre région. Merci.
Il y a une autre question du public. Si je figure parmi un des groupes prioritaires, comment dois-je prendre rendez-vous pour avoir un vaccin? Écoutez, en principe, si vous faites partie d'un groupe prioritaire, vous devriez déjà avoir été invité à être vacciné parce qu'actuellement, les groupes prioritaires étaient les résidents en CHSLD, ça c'est les employés également. De même, 2, c'était les travailleurs de la santé, ils ont reçu des communiqués. RPA, ça s'est fait aussi de façon parallèle. Alors, ne pas vous inquiéter, lorsque ce sera votre tour, vous serez invité. Et il y aura des vaccins pour tout le monde. Comme j'ai dit mardi, le temps d'une grossesse, pour certains, c'est long, mais vous allez voir, c'est vite passé. Tout le monde qui ont voulu se faire vacciner auront accès aux vaccins sans problème. Merci. Monsieur François Munger de Médiaté. Oui, on parle beaucoup de l'approvisionnement du vaccin de Pfizer. J'aimerais qu'on se tourne peut-être vers celui de Moderna, juste faire le point. On en est où sur l'approvisionnement au niveau de celui de Moderna? Moderna, les quantités sont beaucoup moins. Ils sont environ livrés à chaque 3 semaines. Nous avions eu une première livraison pour débuter les CHSLD, ce qui a été fait. Et nous terminons cette semaine avec ces vaccins-là. Là, actuellement, ils nous ont demandé les besoins pour les communautés isolées et ainsi que les RPA, RI, donc ils sont les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. Ça a été envoyé cette semaine, mais quand même, on a pu vacciner un certain nombre d'usagers en résidence privée pour aînés. Fait on a de l'avance de prix. Puis la prochaine livraison de Moderna, on ne le sait pas encore. Ça devrait être confirmé d'ici une semaine ou 2. Mais habituellement, c'est aux 3 semaines. Merci. Il y a une dernière question, je crois, M. Vincent Tremblay. Est-ce qu'il y a un plan pour faire vacciner les communautés autochtones? Parce qu'au cours de la dernière semaine ou 2, là, Adrienne Jérôme de Lac-Simon semble dire qu'ils n'ont pas été contactés, ils n'ont aucune espèce d'idée quand sera la vaccination. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a un plan pour eux? Oui, il y a un plan pour les communautés autochtones. D'ailleurs, on a eu une autre rencontre ce matin avec les communautés autochtones pour avancer la planification de vaccination pour leur communauté. Donc, les informations, on est en train, on a discuté comment ils vont promouvoir les vaccins au sein de leur communauté, comment ils vont prioriser ou organiser la clinique de vaccination, comment ils vont pouvoir donner des rendez-vous. Donc, on est en train d'attacher le tout. Dès que tout soit attaché, également, en parallèle, les informations concernant le nombre de doses qui vont être requises selon le taux d'acceptation prévu est déjà envoyé au ministère pour pouvoir planifier quand est-ce qu'on va pouvoir recevoir les doses et quand est-ce qu'on va pouvoir commencer. Donc, tout est en cours et on saura plus au cours des prochaines semaines. Mais on est en contact étroit avec les communautés. Merci, M. Munger. Il n'y avait pas... OK, désolé, c'était une vieille main. Alors, peut-être une dernière question du public. Qu'en est-il concernant l'administration de la 2e dose? La 2e dose est reportée entre 42 et 90 jours. Nous aurons les instructions sous peu. C'est à venir là, au niveau de l'Institut national de santé publique, mais ils sont déjà positionnés qu'il n'y avait pas de préjudice à retarder la 2e dose. Au contraire, ça allait nous permettre de vacciner plus de personnes vulnérables, plus de travailleurs de la santé, de se rendre un peu plus loin dans nos priorités pour une première dose. Puis après, lorsque nous aurons plus de vaccins, nous pourrons donner la 2e dose. Et bien entendu, entre-temps, tout va être surveillé. Si toutefois on observait une baisse de l'immunité, qu'il y aurait qu'il y aurait des cas qui arriveraient, mais ils sont très confiants que de retarder la 2e dose n'aura pas d'impact pour les patients. Au contraire, on a plus de gains à le faire pour protéger le plus de monde possible, le plus rapidement possible. Comme on le sait, les décès, les hospitalisations, c'est vraiment dans la clientèle 65 ans et plus et les gens
qui vivent dans nos CHSLD, RPA, puis nous, comme Dr. Bola l'a expliqué, nous avons eu la chance de ne pas avoir dans la deuxième vague de cas dans ces milieux de vie-là. Bonjour, peut-être une petite dernière qui vient d'arriver dans la section publique. Est-ce qu'il y a une différence entre les vaccins de Moderna et de Pfizer? Non, tous les deux sont à base d'ARN messager. C'est un peu le même principe là, qui envoie un genre de recette à notre organisme pour fabriquer la dite protéine du virus et qui permet à l'organisme de fabriquer ses propres anticorps, ses propres défenses, son équipe de soldats pour combattre le virus s'il devient en contact avec. C'est le même procédé. Merci encore. Il ne semble plus avoir de questions pour aujourd'hui, donc ça mettrait fin au point de presse du jour. Je vous remercie. Merci aux porte-paroles, merci aux médias, merci aux personnes du public qui ont été présentes une fois de plus avec nous et à la semaine prochaine. Merci, à la prochaine. Merci, bon après-midi. Alors voilà ce qui conclut ce point de presse du CISAT pour cet après-midi. Je vais aller tout de suite et vous me permettrez de faire l'opération en temps réel. Je vais aller tout de suite à quelques questions du public, entre autres la question de Manon Racine, ma maman qui habite avec nous dans notre bulle familiale et dans une catégorie d'âge à risque. Est-ce possible pour elle de recevoir le vaccin car mes 2 enfants vont à l'école? La réponse actuelle, c'est qu'on n'est pas rendu là dans la priorisation. Bon, si jamais vous voulez plus d'informations sur tout ce qui est catégorisation et priorisation pour les vaccins, on a fait une diffusion live mardi dernier que vous retrouverez dans les diffusions qui est sur notre page Facebook, sur la page de Médiaté et Médiaté Télé. À cet endroit-là, on résumait entre autres comment allait fonctionner le processus de vaccination. Et entre autres, vaccination, il n'y en aura pas la semaine prochaine en Abitibi-Témiscamingue puisque on ne recevra pas de vaccin de Pfizer BioNTech, Pfizer qui agrandit actuellement son usine. Et ça cause des délais dans la livraison de ces vaccins-là. On a posé la question également pour le vaccin de Moderna. On en reçoit environ, à ce qu'on nous dit, aux 3 semaines. Donc, pour le moment, il n'y aura pas de vaccin de Moderna avant encore peut-être 2 à 3 semaines. Donc, pour le moment, on n'a pas de vaccin à donner. On a la capacité de donner ces vaccins-là en Abitibi-Témiscamingue, mais toujours pas de vaccin disponible pour les donner. Sinon, je m'en vais vers une question de M. Yves Dumulon. Au niveau du télétravail dans le domaine de la santé, on en avait discuté. Il y a quelques diffusions en direct avec la santé publique. La santé publique qui disait évidemment il y a des employés qui doivent être présents au bureau pour l'accès à certains documents, l'accès, et on le voit là, Caroline Roy, entre autres, on a vu Omobola Sobanjo qui est dans son bureau également. Mais vous avez remarqué que Lise Landry était, on en conclut probablement à la maison. Donc c'est cette organisation du télétravail au niveau du CISAT. C'est un peu le même principe que le premier ministre du Québec, François Legault, qui fait ses points de presse devant la presse pour la plupart du temps, ou du moins dans une salle bien précise. Donc, au niveau de la santé publique, il y a certains éléments de cette organisation-là qui doivent travailler du bureau, vous le comprendrez. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour en Abitibi-Témiscamingue pour ce point de presse aujourd'hui. Évidemment, on va continuer de suivre la situation de près, situation qui est relativement stable en Abitibi-Témiscamingue. Quelques nouveaux cas, 2 cas dont on ne connaît pas l'origine pour le moment qui ont été répertoriés. Les autres sont liés à des cas qui avaient déjà été répertoriés par le système, qui étaient entre autres déjà en isolement. Donc voilà, on continue de maintenir ces mesures en Abitibi-Témiscamingue et on verra est-ce qu'on pourra retourner vers une zone orange, une zone jaune. C'est ce que nous pourrons savoir dans les prochaines semaines, j'imagine, et ça se précisera au Québec également. Sinon, je vous invite à télécharger notre application Médiaté Plus en vous rendant au médiaté.app pour avoir vos nouvelles, vos contenus vidéo, également l'entièreté des émissions de Médiaté Télé. Vous retrouvez également plusieurs balados-diffusions à cet endroit-là qui peuvent vous permettre de passer le temps en cette période de confinement. Donc, rendez-vous au médiaté.app. Vous retrouvez tout votre contenu régional à cet endroit-là. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.